bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et c'est un immense bonheur de vous recevoir, toujours aussi nombreux. J'ai failli dire de plus en plus nombreux, mais ma salle panoramique n'ayant pour l'instant que 223 places, donc toujours aussi nombreux, à l'occasion de cette 6e édition de notre ciné-club Univers Convergent. Notre ciné-club Univers Convergent nous est proposé par l'Institut Henri Poincaré, dont je suis heureuse, ravie et flattée d'accueillir la directrice Sylvie Benzoni. Le ciné-club Univers Convergent est organisé et programmé par Quentin Lazarotto, réalisateur et responsable audiovisuel de l'Institut Henri Poincaré. Et l'homme en bleu que vous voyez à côté de Sylvie, c'est Bruno Toué de l'Intendance Suivra. Bruno Toué est également réalisateur de Plaisir Gustatif et c'est lui qui nous régalera après le débat qui suivra la projection. On peut applaudir. Alors vous savez, Sylvie, Quentin, Bruno, je suis très très émue d'ouvrir le bal de cette 6e édition. En ce 28 janvier, d'ailleurs, il est encore temps de se souhaiter une belle année 2019, ce que je fais. Je vous souhaite une année pleine d'émotions cinéphiliques, plein d'apprentissage, plein de confrontations, de nouvelles connaissances. C'est ce que nous faisons ici. Parce que quand vous m'avez proposé ce ciné-club, il s'agissait donc de faire sortir les mathématiques de leur ghetto, entre guillemets, universitaire, de leur faire rencontrer le grand public, de confronter des scientifiques à des auteurs, à des chercheurs en sciences humaines, à différents intellectuels. Donc ça, c'est un projet absolument extraordinaire. Et je ne pensais pas que ce projet prendrait corps avec tellement de passion, d'intérêt. C'est ce qui s'est passé là pendant ces 5 premières années, c'est absolument magique. Je crois que j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi exaltant dans cette salle. On parle de choses, de problématiques qui nous préoccupent tous, évidemment, la conquête de l'espace, la biologie, la préhistoire, l'application des mathématiques aux finances, etc. Et on parle de choses qui nous préoccupent tous, avec des questionnements qu'on se pose tous, qu'on soit scientifique ou néophyte. Et ces questionnements, on y apporte des réponses scientifiques et totalement accessibles. Et tous les débats, aucun débat n'a été de Hubert Reeves à Werner Herzog, aucun débat ne s'est ressemblé et ils ont tous été absolument passionnants. Donc voilà, c'est donc avec un immense enthousiasme que j'aborde cette 6e édition, Sylvie. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir effectivement de vous accueillir pour cette 6e édition du Ciné-Club qui, je pense, promet d'être assez décoiffante, comme vous avez pu l'apercevoir sur la bande-annonce ou sur les extraits plus longs qui défilaient pendant que vous vous installiez. Et vous avez également le livret de présentation qui a dû vous être mis à l'entrée, qui est disponible. Donc aujourd'hui, on va commencer par une grande bouffée d'espace et d'impesanteur et voir ce qu'on peut faire dans la Station spatiale internationale, des expériences scientifiques et même jouer de la musique. Donc ça promet d'être passionnant. Et comme c'est un très long film, je vais passer la parole tout de suite à Quentin. Moi, je vais commencer par te remercier, Sylvie, ainsi que Rémi Monasson, directeur adjoint. Donc, je veux vraiment qu'on t'applaudisse, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut applaudir Sylvie ? Parce que tu prends la suite d'un institut en pleine mutation et tu le fais avec courage et avec une poigne de fer, donc c'est bien. Absolument. Ah ben, moi, je dis nouveaux applaudissements. Non, c'est vrai, c'est pas évident. C'est des institutions publiques qui s'ouvrent au public, qui découvrent aussi ce que c'est ce qu'on appelle le grand public, qui est toujours aussi nombreux.
Et donc pour ça, je voulais vous remercier, vous, d'être toujours là. Vous savez quoi, on essaie même de communiquer moins Alors, sur l'existence du ciné-club, puisqu'on a énormément de monde. Donc on vous remercie pour ça. Et on a effectivement, comme vous l'avez vu, mis en place un petit système pour renouveler un petit peu le public. Mais bon, les premières places sont toujours disponibles pour tout le monde et les places suivantes sont disponibles pour les gens qui ne sont pas encore venus, c'est normal. Alors, je voulais ajouter que Sylvie, alors j'ai eu la chance d'assister à la cérémonie du 90e anniversaire de l'IHP, oui, 90. Et donc, forcément, on a vu à l'écran tous ces vénérables directeurs de l'IHP. Et Sylvie est la première femme à la direction de cet institut. Bravo. Alors, je vous fais un tout petit focus sur le programme donc, de cette année. On a décidé, quand on discutait avec Sylvie, de remettre un petit bras vers le social, c'est-à-dire vers vraiment l'impact des sciences sur la société. C'est vrai que c'était un peu ce qu'on avait au début, c'était l'axe premier du ciné-club, et puis ensuite on s'est un peu envolé dans l'espace. Donc l'année dernière, on avait eu des remarques, quoi, c'était un petit peu trop cosmique, un petit peu trop dans l'espace. Donc on a changé, et comme vous le voyez, on démarre avec un film qui se passe dans l'espace. Voilà. Voilà. C'est une démonstration brillante. Donc ce soir, le film 16 levées de soleil, c'est un film d'actualité qui est sorti en 2018, je crois à la rentrée, septembre ou octobre, et qui a cartonné, vraiment, pour un documentaire. Les documentaires en salle de cinéma, c'est rare. Et c'est difficile, l'exploitation d'un documentaire. Très difficile. Ils ont dépassé récemment, j'ai vu, les 50 000 entrées, donc je pense qu'ils doivent être contents. Et on pourra avoir un peu plus d'informations là-dessus, car le réalisateur, Pierre-Emmanuel Le Goff, nous fait l'honneur de sa présence. Il arrivera en cours de film. Et il pourra surtout nous raconter le rapport un peu intime qu'il a avec donc Thomas Pesquet, la star de ce film que nous connaissons tous, puisqu'il est le seul, je crois, réalisateur à avoir pu le filmer vraiment durant sa préparation. Et il a même réussi à glisser une caméra de cinéma dans son sac pour partir dans l'espace. Et quand vous savez le prix du gramme au décollage, réussir à glisser une caméra comme ça, c'est exceptionnel. Et donc vous allez voir un film qui est réalisé par Pierre-Emmanuel, filmé en partie pour lui, mais filmé aussi par Thomas Pesquet lui-même, en fait, dans l'espace. Et Pierre-Emmanuel en a fait un montage. Et ce sont les seules images que nous avons. En fait, il y a eu d'autres documentaires sur Thomas Pesquet, mais les images sont toutes issues du film de Pierre-Emmanuel. Donc on est content qu'il vienne. Vous pourrez lui poser vos questions. Et la séance est parrainée ou marrainée par Claudie Aigneret. Donc, comme vous savez sans doute, spationaute, 2 fois dans l'espace, 1992 et 1997. Elle demeure aujourd'hui encore la seule femme française à être allée dans l'espace, à bord de la station Mir, puis de la station spatiale internationale. Donc elle connaît la station dans laquelle se déroule la moitié du film. Elle a été ensuite ministre, et puis maintenant, après, elle a été présidente, non pas directrice, présidente de Universcience, qui regroupe donc la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte pour la vulgarisation des sciences auprès du grand public. Et maintenant, elle est ambassadrice de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et elle s'occupe notamment du fameux projet de village lunaire que porte l'Europe pour s'installer dans le futur sur la Lune. Et donc, elle pourra peut-être nous en parler un petit peu aussi. Comme vous l'avez vu dans l'actualité, peut-être Thomas Pesquet repart dans l'espace avant 2024, et notamment peut-être pour une mission lunaire, mais Claudie Aigneret pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure. De la même manière, elle nous rejoint en cours de projection. Les films suivants, je passe rapidement. Into Eternity, c'est un autre documentaire. Moi, je défends beaucoup le documentaire en salle, Isabelle aussi. Documentaire sur l'enfouissement de déchets nucléaires en Finlande, et ça promet une bonne discussion aussi, parrainé par Stéphane Sarad du CEA. C'est un film absolument incroyable. J'en avais organisé l'avant-première européenne au moment de sa sortie, donc c'était début 2011. Et c'est un film absolument unique. C'est le seul documentaire à aborder de façon frontale le problème inextricable des déchets nucléaires, et particulièrement des déchets les plus toxiques, ceux qui sont issus du démantèlement même des centrales. Ce film est essentiel. Il faut que vous le voyez. De toute façon, nous ne vous proposons que des films essentiels. Absolument. Pourquoi le préciser ? Au mois de mars, Total Recall.
Donc un film que vous connaissez peut-être, 1990, mais ça nous fait plaisir de passer des classiques avec Schwarzenegger et Sharon Stone, un des premiers rôles de Sharon Stone d'ailleurs. Donc on parlera non pas de Mars, puisque ça se passe sur Mars, mais de la manipulation des souvenirs, parce que c'est un des grands thèmes de science-fiction du film. Et nous aurons Karim Benchenan de l'École normale supérieure, qui, comme parrain, et qui, comme vous le verrez, manipule les souvenirs chez les rats ou les souris, je ne sais pas trop. Et ça marche. Ça marche. Donc on n'est plus très loin de la science-fiction. En avril, une soirée qui me tient particulièrement à cœur, et donc j'espère que vous pourrez être là, c'est une soirée court-métrage. Parce que oui, on n'en a jamais passé, mais les courts-métrages aussi sont passionnés par la science et par je sais pas, les surprises que la science peut révéler ou les angoisses par rapport au futur. Et donc on aura plusieurs petits courts-métrages et ce sera une soirée un peu festive où on enchaînera courts-métrages et interventions, notamment de youtubeurs ou de gens voilà, un petit peu différents. Et ce sera une soirée voilà, festive. Voilà. Et le court-métrage est un mode d'expression qui permet une très très grande liberté de ton. Et souvent, il y a des approches aussi bien en termes de discours qu'en termes visuels que les longs-métragistes ne se permettent plus. Donc à ne pas louper non plus. Ensuite, Will Hunting, pareil, un grand classique réalisé par Gus Van Sant en 1990, écrit par Matt Damon, sur le rapport de ce petit génie aux mathématiques. Et justement, on pourra questionner la question de l'image du petit génie en maths, des mathématiques comme outil de sélection, des mathématiques comme aussi comment socialement on peut se représenter les mathématiques dans l'éducation. Et ce sera parrainé par Thierry Dias, qui est professeur de mathématiques. Et il y aura également Anne Sietti, qui est, je retiens, psychopédagogue en mathématiques. Voilà, pour nous poser ce genre de questions. Et on terminera en feu d'artifice par un film dont je remercie Sylvie de l'avoir accepté, puisque c'est une gageure. C'est un film qui s'appelle Assassination Nation, qui n'a pas été distribué de manière très large, mais qui interroge l'impact des réseaux sociaux sur la société, et notamment sur les jeunes au lycée. Et donc on pourra se poser des questions sur comment fonctionnent techniquement, puisque nous on est dans la science, comment fonctionnent techniquement ces réseaux. Voilà, film avec beaucoup d'hémoglobine pour finir l'année. Alors là, moi je dis un immense bravo à Quentin. Programme incroyablement riche, incroyablement protéiforme, avec des intervenants de qualité. Bravissimo. Et je passe la parole à Bruno pour les vraies choses essentielles. Merci, bonsoir à tous. Rassurez-vous, je vais être très bref pour vous laisser profiter de ce superbe film. Je suis donc Bruno, réalisateur de Plaisir Gustatif, et je suis extrêmement honoré d'être partenaire de ce ciné-club IHP. Je vous remercie tous les deux de me faire une confiance absolue depuis plusieurs années. Ce soir, je vous ai préparé des petites choses chaudes et froides qui sont très différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Et pour que vous puissiez le savoir, comment ça peut se différencier de mois en mois, eh bien, revenez nous voir tous les mois pour ce superbe ciné-club. Et s'il y a encore des personnes qui n'ont pas eu le temps de prendre un ticket pour ce buffet de ce soir, eh ben, il sera encore temps à la fin du film, en bas de l'escalier, de le faire. Voilà, en attendant de découvrir ce qu'il y aura de bon à déguster, je vous laisse sur la projection de ce soir. Merci de votre présence et à très bientôt. Est-ce que je peux lancer le film pour une fois? Ouais. Il m'enlève ce privilège. Mais bon, c'est Quentin, donc ouais, c'est chez toi. Merci Bruno. Je t'en prie. Je remercie évidemment les équipes de l'IHP, les partenaires, donc Bruno de l'Intendance Suivra, le Grand Action bien sûr qui nous accueille. Nico qui est en projection. Nico qui est en projection. Mon régisseur. Vaël qui est à la caméra. Vaël à la caméra. Marion qui est à la communication. À la nous remercions aussi le fonds de l'Institut Henri Poincaré qui participe également à l'élaboration du ciné-club. Je vois Brigitte, Françoise. Et puis notre partenaire presse qui communique autour de nos séances Science et Avenir. Voilà. Et donc, il ne me reste plus qu'à... Et je vous souhaite une bonne projection.
Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. J'ai du mal à croire que je te parle en orbite à la station. On espère que tu vas bien. Bonjour, ici Ina. En cas d'alerte astéroïde, comment réagissez-vous? Station, this is your president. Do you hear me? C'est les sorties extravéhiculaires. Quand on sort du SAS, on regarde en dessous de ses pieds, on a 450 km de vide et en dessous on a les continents qui défilent à 28 km/h. La station spatiale, ça vole dans le ciel à 28 000 km/h, et donc ça fait 16 levées de soleil tous les jours. Après ce film, que dire? Je voulais vous demander, Claudie et Nior, déjà vous remercier d'être présente. Vous êtes aujourd'hui ambassadrice de l'ESA, c'est bien ça, on peut le dire? Je suis conseillère à l'ESA. Conseillère à l'ESA. Bonsoir. Mais j'allais dire que comme tout ambassadeur ou ambassadrice, vous êtes une femme très occupée. Et donc on vous remercie vraiment chaleureusement d'être venue nous dire quelques mots après ce film. Claudie, quand vous voyez ces images, vous êtes partie vous 2 fois dans l'espace. Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est un grand bonheur et beaucoup d'émotions parce que ces images, elles sont quand même tout à fait exceptionnelles. On pénètre dans l'intimité, on se laisse porter par la beauté, la voix, la musique de Guillaume Perret. Je trouve qu'il fait vraiment un travail extraordinaire. Alors, c'est oui, peut-être un petit peu de nostalgie, parce que j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, mais bon, c'était 2001 quand j'ai voyagé dans la Station spatiale internationale. Elle était toute petite, c'était le début de la construction de la station. Elle a pris toute son amplitude en 2011, et là, quand on la voit, c'est vraiment un endroit tout à fait magique. On y voit à quel point, malgré cette légèreté, cette lenteur, ils sont des programmes d'occupation et d'expérimentation scientifique tout à fait importants. Je suis impressionnée par cet aspect c'est pas un aspect, la réalité du laboratoire en microgravité que représente la station spatiale aujourd'hui avec tous ces modules, qui n'étaient qu'un embryon quand j'ai eu la chance de pouvoir participer à sa construction. Je trouve que les images, que Thomas, que l'équipage montrent tout ce qui est au-delà des rêves qu'on peut tous avoir en tête. Et moi, j'ai la chance de faire partie des 557 privilégiés qui sont allés dans l'espace. Et je crois qu'on a tous ce petit grain dans la tête, ce rêve, cette vision. Voilà. Et le film traduit bien ce que je traduis, moi, par 3 éléments particuliers, extraordinaires, extraterrestres de ces missions spatiales. C'est bien sûr ce regard sur la planète par le hublot. Vous avez vu les images, vous entendez les astronautes en parler, Thomas en parle remarquablement bien, et son discours est magnifiquement servi par le film que vous avez vu ce soir. Toute cette beauté, cette poésie, cette vulnérabilité, fragilité de la planète Terre. Vous voyez aussi l'adaptation du corps humain à cet environnement tout à fait particulier qu'est la microgravité, ses déplacements, cette lenteur, ces impulsions, la sortie extravéhiculaire. Vous avez vu quand il a ouvert l'écoutille et que voilà, on va devenir un tout petit prolongement de notre humanité perdu dans ce grand vide spatial. Et puis l'élément qui est magnifique aussi dans le film, et la façon de le dire et la façon de le ressentir, c'est la coopération internationale, c'est la diversité culturelle, c'est cette amitié, cette fraternité entre cet équipage composé d'Américains, de Russes, d'Européens de différentes nationalités. Là, on voit Thomas, on sait que Alexander Gerst, qui a participé aussi un petit peu à vous aider
Alexander a été commandant de la station jusqu'à mi-décembre. Et on attend le vol de Luca Parmitano, un autre astronaute européen de nationalité italienne qui va partir le 6 juillet, je crois. Donc voilà, une diversité culturelle, mais qui trouve une unicité qui est celle de notre humanité. Et voilà, c'est un film qui est plein d'humanité. Et ça, c'est merveilleux de le vivre, et même merveilleux de vous l'offrir et d'en parler. Merci Claudie. Pierre-Emmanuel, alors même remerciement d'être présent ce soir. Le film est sorti il y a 3 mois à peu près. Oui, c'était début octobre. Début octobre, donc vous êtes encore dans le marathon de l'accompagnement de ce film, donc vous nous faites l'honneur de votre présence. Peut-être un petit topo, on en est où sur le film? Comment il est reçu par le public? Comment ça se passe en salle pour un documentaire en salle de cinéma? Alors il y a 2 manières de recevoir le film. Et c'est pour ça qu'hier, par exemple, j'étais à La Rochelle et j'étais avant la séance, donc j'ai pu essayer d'introduire un peu le film en expliquant que c'était pas un documentaire scientifique tel qu'on peut le concevoir d'habitude, c'est-à-dire avec un commentaire qui va expliquer de façon précise, scientifique, rigoureuse ce qui se passe là-haut. Là, c'est un exercice que j'avais plutôt fait pour la télé, un documentaire que j'avais fait pour Envoyé spécial sur la mission de Thomas. Et là, l'idée, c'était vraiment d'utiliser au mieux l'outil cinématographique et ce médium qui est plus immersif, qui peut permettre de faire passer plus d'émotions pour raconter autre chose, c'est-à-dire une histoire qui était plus dans l'émotion, un parcours émotionnel, et puis peut-être essayer de faire comprendre comment Thomas a pu évoluer au fur et à mesure de sa mission en tant qu'être humain aussi, et ce qu'il peut avoir à nous dire de cette expérience extraordinaire, comme le disait tout à l'heure Claudie. Et pour ce faire, j'avais besoin notamment d'utiliser les mots de Saint-Exupéry qui sont complètement intemporels et qui ont une vraie profondeur, un vrai sens qui aujourd'hui finalement garde toujours son extrême. C'est très, très contemporain en fait comme discours qui tient sur l'humanité, son absurdité dans sa manière de fonctionner. On pourra en parler longuement. Il se permit d'allumer une lampe, d'orner sa carlingue d'instruments précis, et surveilla sur les cadrans seuls son entrée dans la nuit, comme une plongée. Puis, comme rien ne vacillait, ni ne vibrait, ni ne tremblait, et que demeurait fixe son gyroscope, son altimètre et le régime du moteur, il s'étira un peu, appuya sa nuque au cuir du siège et commença cette profonde méditation du vol, où l'on savoure une espérance inexplicable. Et maintenant, au cœur de la nuit comme un veilleur, il découvre que la nuit montre l'homme, ses appels, ses lumières, cette inquiétude. Et Saint-Exupéry, on voit ces images de Thomas dans sa chambre qui emmène le livre. Est-ce que c'est mise en scène? Est-ce que c'est une demande de votre part? Est-ce que c'est lui qui l'emmène? Alors c'est lui qui l'emmène, c'est pas directement une demande de ma part. Moi j'avais écrit un scénario qui faisait déjà une place importante à des extraits des citations de Saint-Exupéry, que j'avais fait lire notamment à l'ESA. Alors après je sais pas si ça a pu impulser à un moment donné le fait d'envoyer le livre dans l'espace, mais c'est pas la première fois je crois que des écrits de Saint-Exupéry sont envoyés dans l'espace. C'est quelque chose d'assez dans l'ordre des choses finalement. Par contre non, j'ai confié la statuette du Petit Prince, voilà, c'est le petit plus. Ça, je crois que ça n'avait jamais été fait. Puis c'était pour moi un élément important aussi en termes de symbole qui était assez fort, et d'avoir vraiment de façon d'avoir cet objet présent et ce sourire du Petit Prince en apesanteur. Est-ce qu'il l'a ramené? Oui, il me l'a ramené. Ouais. Il me l'a ramené sans qu'il soit le point du monde abîmé. Il était bien empaqueté avec une petite description faite par les Russes dessus. Enfin, ils avaient bien classé voilà, et donc c'était revenu sur Terre. Il me l'a rendu quelques mois plus tard. Oui, concernant Saint-Exupéry, j'en profite pour dire que la Fondation Saint-Exupéry et puis le Laboratoire des Histoires ont proposé de mettre en place un concours au niveau français d'écriture pour des jeunes, alors je ne sais plus, c'était entre 12 ans et 20 ans, oui, il y avait des textes un petit peu en dessous de 15 ans, avec comme proposition, décrivez-nous la 8e planète du Petit Prince. Après que le Petit Prince ait été pris dans les bras et disparu. Et on a reçu vraiment plein de textes. Il y a eu un jury composé d'astronautes, mais pas que, d'écrivains, de jeunesse, qui ont sélectionné des textes. Je crois qu'il y a eu 800 textes. Nous, moi, je faisais partie du jury, on en a trié 100 et on a dû en monter 5 envoyés à la Station spatiale internationale. Et c'est Thomas qui a sélectionné
qui a sélectionné 2 lauréats de ce concours dont il a lu les textes depuis la station spatiale. Donc on avait vraiment tous Saint-Exupéry avec nous, avec à la fois les textes fantastiques de Terre des Hommes, Citadelle, mais aussi cette créativité que ses voyages et rebondissant avec Thomas ont pu permettre à chacun d'exprimer. J'avais une question peut-être un peu de néophyte, mais un peu simple, mais qui me semble quand même importante. Vous avez parlé tout à l'heure de la station spatiale, est-ce que vous avez ressenti en voyant le film? Mais moi, en voyant ce film, évidemment, nous sommes tous touchés par ces images incroyables, ces personnages en apesanteur. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'envoyer des hommes et des femmes dans l'espace? Et pourquoi est-ce qu'il faut continuer à le faire? Alors, quand je disais tout à l'heure qu'on avait tous quelque part, je crois, cette image, si je fais lever le doigt dans la salle, je tente l'expérience. Est-ce que voilà, cette aventure, cet dépassement de notre frontière terrestre, il n'y a pas quelque part une petite étincelle dans votre regard, dans votre esprit? Alors, qui me dira oui? Quand même, hein? Quand même. Donc il y a toute cette partie-là qu'on a tous ressentie, l'émotion, la beauté, cette frontière, ce dépassement, c'est toute la magie de l'exploration. Ça nous inspire. Donc ça, c'est un point important. Après, j'ai insisté, et j'y insiste tout particulièrement parce que moi j'ai été sélectionnée comme cosmonaute scientifique. Il y avait une catégorie de scientifiques prenant en charge ces programmes expérimentaux à bord. Et je disais, le fait d'avoir été impressionné par la qualité des laboratoires, on le voit bien pour la réalisation des expériences. Il y a donc tout cet aspect de la recherche, de la connaissance acquise dans un environnement qui n'est pas notre environnement habituel. Nous, on sait manipuler la gravité, l'hypergravité dans des centrifugeuses, mais la microgravité et l'absence de gravité, comment un être vivant, qu'il soit végétal, animal, humain, comment les fluides se comportent, comment la combustion s'organise en l'absence de ce facteur de gravité qui est celui du champ dans lequel on vit. Donc il y a toute cette science de la microgravité qui est une science absolument extraordinaire et non réalisable ailleurs que dans ce laboratoire-là. Il n'y a pas de bouton sur Terre pour supprimer la gravité. Donc la seule façon de tester les hypothèses, c'est de le faire dans ces conditions-là. On apprend beaucoup, on a encore beaucoup à apprendre. Et quand je parle de l'exploration, de la suite, il y a un petit moment, c'est Thomas qui rêve, mais on voit s'approcher de la surface de la Lune. C'est les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, 2019, juillet 69. Moi, c'est ça qui a allumé mon rêve dans mon esprit d'enfant, à l'âge de 12 ans. On voit Mars, on voit la suite. Et l'homme continuera à aller explorer, et même au-delà d'explorer, peut-être envisager d'expandre un petit peu l'humanité, pas simplement en tant que visiteur, mais en tant que vivant, habitant sur d'autres surfaces que notre surface terrestre, comme une espèce qui serait multiplanétaire. On peut démarrer dans ce 21e siècle, on a déjà démarré au 20e siècle, mais dans l'avenir, ça continuera à le faire. Voilà, je crois que ça fait partie de notre humanité, de sa quête de connaissances et puis de son besoin d'explorer. Alors évidemment, ça se fait en coopération. Donc ça, c'est aussi un élément important. Qu'est-ce qu'il y a comme belle aventure qui se passe dans une coopération vraiment pacifique, multilatérale, et en essayant d'ouvrir ces données, cette connaissance? Il n'y en a quand même pas beaucoup, des grandes, belles coopérations. Donc c'est aussi de la diplomatie, le vol habité. Parce que la coopération se fait sur des sondes automatiques ou sur d'autres types de satellites sur différentes orbites. Mais là, on est vraiment dans la diplomatie. Et c'est des magnifiques ambassadeurs, ceux qu'on a vus. Et puis l'ensemble des astronautes. On essaie d'être des astronautes, ambassadeurs de notre planète et ambassadeurs de notre humanité. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de raisons. Et quand j'ai évoqué la coopération internationale, elle est nécessaire techniquement pour partir dans ces grandes aventures de l'exploration. Elle est aussi, bien sûr, nécessaire budgétairement, parce que ce sont bien évidemment des moyens importants. You know, I launched a Russian vehicle with my Russian friend Fyodor Yurchikhin from Kazakhstan
you know, got the immediate perspective change as we got to orbit, and I saw that frail, thin blue line of life around the Earth. 6 hours later, we're back to the station. The next day, I install an experiment in the Japanese module that's going to be looking at new drugs and how we can make those drugs for muscular dystrophy, Alzheimer's, multi-drug resistant bacteria, all sorts of things. A couple hours later, I watched our crewmate Thomas Pesquet, a Frenchman, drive a Canadian robotic arm to capture a spaceship from Virginia carrying 3.5 tons of cargo and science. Je viens de faire une étude récente au niveau de l'Agence spatiale européenne, une enquête en demandant quelle était la contribution d'un Européen au programme spatial, programmes spatiaux de l'Agence spatiale européenne. La réponse, ça, a été selon les différents, il y avait 5 pays européens dans cette enquête, entre 200 et 250 euros par citoyen européen. En fait, c'est 20 euros. C'est 2 places cinéma, 3 places cinéma, je ne sais pas combien elles sont ici. Bon, moi, je trouve que elles sont gratuites. Bon, mais, bon, ça, c'est pas gratuit. Mais 2 places de cinéma, 3 places de cinéma, qu'on soit des spectateurs d'un tel spectacle, qu'on soit éventuellement des participants, qu'on puisse écrire des scénarios de ce type-là, moi je trouve que ça vaut 2 tickets de cinéma par citoyen européen. Alors justement, cette exploration qui doit continuer, c'est une autre question qui m'est venue en regardant ce film, et c'est très bien montré par le montage de Pierre-Emmanuel. Toutes ces voix qu'on entend de Houston, des bases, on imagine quoi? Allez, 10, 20 personnes par astronaute pour s'en occuper, pour guetter, pour surveiller au niveau de la médecine ce qui se passe. Comment on fait quand il y aura des cinquantaines, des centaines d'astronautes en même temps dans l'espace? Ce qui est le but. Comment ça va fonctionner? Alors le but, je ne sais pas si c'est d'envoyer 100 astronautes de profils différents dans l'espace. On est quand même encore au moins pour ce 21e siècle. Je dirais première moitié du 21e siècle, on ira probablement sur la Lune, mais avec un nombre réduit d'équipage. Deuxième moitié du 21e siècle, peut-être qu'on ira sur Mars. Mais bon, c'est pas des lanceurs qui vont emmener des équipages de 100 personnes. Hein. Ça va être encore des petits équipages restreints pendant ce siècle-là. Après, je ne sais pas comment ça se développera. Après, à côté de l'institutionnel, il y aura des entreprises privées qu'on voit déjà intervenir. Donc, on change d'échelle. Peggy l'a très bien dit en remerciant tous ceux qui font qu'effectivement ces missions sont possibles. Les héros, comme le disait Anne dans sa chanson, les héros, c'est ceux qu'on voit dans la station. Mais tout ça ne serait pas possible sans effectivement ces communautés scientifiques, d'ingénieurs, de médecins qui sont au sol, qui sont en interaction. La différence aussi pour le futur, c'est qu'il faudra que, puisqu'on va s'éloigner de la Terre, il y aura des délais de communication entre la station, le véhicule, et puis la possibilité pour le sol d'apporter un conseil. Ça va être l'autonomie des équipages. Et ça, c'est une des questions fondamentales sur lesquelles on doit travailler aujourd'hui pour que ces équipages qui partiront dès mars, en fait, la Lune aussi, il y a 1 seconde, je crois, 1 seconde et demie de délai de communication entre la surface de la Lune et la Terre. Mars, on est à 20 minutes. Donc, bien évidemment, l'autonomie de l'équipage va modifier la distribution des rôles entre les équipes de contrôle au sol et les astronautes autonomes. Vous faites la transition vers ma dernière question que j'avais pour vous. C'est qu'il y a un deuxième personnage solaire dans ce film, c'est Peggy Whitson, qui prend vraiment sa place aussi à l'image. Du coup, le rôle de l'équipage, Claudie, comment ça se passe, comment on le sélectionne et à quel point c'est important? Alors c'est une question qui a plusieurs tiroirs. Il y a bien sûr déjà une sélection au départ. Rappelez que les astronautes sont des astronautes sélectionnés. La sélection de Thomas en 2008, l'Agence spatiale européenne, je crois que c'est 28 000 candidats. 8 000 candidats. 8 000 candidats, 6 astronautes sélectionnés. Sélection, c'est bien sûr médicale, physiologique, mais aussi psychologique, et en particulier psychologie de groupe. Donc capacité à former équipage, capacité à pouvoir gérer des environnements hostiles dans des situations complexes avec
des conditions d'incertitude et de prise de décision, avec bien sûr un leadership, mais aussi un consensus pour arriver à une décision dans des situations non nominales. Donc, nous sommes des gens sélectionnés pour avoir cette capacité à vivre en communauté. Nous nous entraînons longuement. Moi, j'ai passé 10 années de ma vie à la Cité des Étoiles, près de Moscou, parce que j'ai volé 2 fois avec les Russes. Donc, on se connaît quand même très, très bien. Alors, il y a les novices et puis les vétérans. Hein. On a entendu parler de vétérans avec Shane pendant la sortie extravéhiculaire. On apprend des autres, on s'enrichit mutuellement, on a des représentations et un travail d'équipage. Équipage est un mot important dans tout ce qui concerne le spatial au sol, en préparation à la mission. Et puis après, là-haut à bord, effectivement, on est cette représentation de l'humanité qui a pour objectif le succès de la mission. C'est ce que je trouve formidable dans cette aventure scientifique, technique, mais avant tout aventure humaine, c'est qu'elle est dédiée au succès et que tout le monde est là pour le succès. Et ça se ressent. Et voilà. Moi, à bord, j'ai vécu aussi 2 missions avec des équipages. J'ai aucun mauvais souvenir. On me demande toujours si j'ai des souvenirs plus difficiles de ces missions spatiales. Je ne pense pas les avoir effacés, mais je n'ai que des bons souvenirs. Avec des difficultés, avec des situations pas attendues. Et ça, c'est aussi une chose qu'on apprend à l'entraînement. On s'entraîne à posséder, à être bien en confiance au sein de l'équipage, confiance en soi-même, sur ce qu'on a appris, confiance dans la technique, confiance dans sa capacité à gérer les situations. On a des super bonnes notes aux simulateurs, aux entraînements, dans lesquels parfois on meurt, hein, en simulation, parce qu'on nous enchaîne, hein, les dépressurisations, les incendies, les fuites de carburant. Alors, au début de l'entraînement, c'est pas toujours facile de bien s'en sortir, mais au moins on est bien prêt pour quand on part pour la mission. Et les entraîneurs russes nous disaient toujours super, vous avez bien réussi le test, le simu, vous avez la meilleure note, 5 sur 5. Mais всё будет не так, ce qui veut dire en russe, rien ne sera exactement comme. Et ça, c'est une belle leçon de vie. On peut se préparer, on peut maîtriser les risques, gérer, avoir tout prévu. Il faut avoir cette petite intelligence de la situation et sagesse de la situation qui fait que, voilà, même si c'est pas comme ce qu'on a appris, on saura s'en sortir parce qu'on est un bon équipage. Et on le voit à chaque instant dans cette. Mais Peggy est une femme extraordinaire. Moi, j'ai une vénération pour Peggy, à la fois dans son humanité, son empathie et sa compétence. Elle a eu tous les rôles, elle a tout fait des sorties extravéhiculaires absolument fantastiques, avec simplicité, humilité, bonheur, passion, enthousiasme, gentillesse. C'est une fille fantastique. All right, well, everyone, welcome on board the International Space Station. We have conducted a lot of different things on board. We've been able to accomplish a lot, and I'm very proud of Expedition 51 for that. In that time frame, we performed 1 spacewalk to increase our scientific capability on one of the external platforms, but it was only as a result of some heroic work by the ground team and Thomas that actually got us out the door for that EVA to be successful. In addition, we also accomplished a spacewalk for getting a repair done on an external MDM. That MDM failed and we had it repaired within 3 days. Another amazing event by our team. Merci Claudie. Pierre-Emmanuel, comme le Claudie décrivait, le documentaire c'est un peu pareil, on part avec un plan et puis ce qu'on filme n'est pas forcément ce qu'on attendait. Là c'est des images un peu particulières de l'espace, c'est pas des images qu'on a l'habitude d'avoir en montage. Comment ça se passe quand on arrive devant ces images-là? Comment on construit un film comme celui qu'on vient de voir?
Un film, que ce soit une fiction ou un documentaire, ça s'écrit. Effectivement, il y a un scénario et c'était d'autant plus possible pour nous qu'on avait eu l'occasion déjà de produire un documentaire sur Alexander Gerst, donc un astronaute allemand. Donc on savait à peu près la géographie des lieux, le rythme au quotidien, l'alternance entre le maintien de la station et les expériences scientifiques. Et par ailleurs, on savait quels allaient être les temps forts pendant la mission de Thomas, notamment les sorties extravéhiculaires. Et fort heureusement, il y en avait plusieurs de prévus. À la base, je crois qu'il y en avait même 4, puis finalement, il y en a eu 2. Donc ça permet d'avoir comme ça des temps forts, une dramaturgie qu'on peut commencer à imaginer avec une montée en puissance. Et puis après, c'est vrai qu'en termes de fil conducteur, c'est pas simple parce que finalement, il y a une forme de monotonie. Donc comment aussi créer de l'empathie avec des personnages, comment avoir des images qui permettent de créer cette empathie-là. Donc c'est tout un tas de questions qu'on a essayé d'anticiper un maximum, et puis parfois on avait eu des déceptions puisque les plans qu'on voulait n'étaient pas forcément au rendez-vous. Après on a eu des bonnes surprises, parfois des plans de pas très bonne qualité comme celui où Thomas découvre la vidéo que Cannes a faite pour lui, qui est super émouvante mais qui est de mauvaise qualité, mais c'est pas grave, il y a une émotion, là Thomas il est au bord des larmes. Donc voilà, ça a été une sorte de travail de funambule un peu comme ça pour réussir à la fois à anticiper un maximum et puis faire avec les matériaux du bord parfois qui n'étaient pas prévus. Et la chance qu'on avait, c'est que Thomas faisait une mission de 6 mois, donc dans tout cet amoncellement de rush de différentes qualités, on avait vraiment de quoi faire et de trouver toutes ces perles qui nous ont permis de construire le film. C'est assez semblable à ce que je viens de dire, en fait. Vous aviez un film, je le dis pas en russe. Vous aviez une expertise, mais si vous dites tak, c'était pas tout à fait. Et ça vous a permis de libérer toute cette créativité et cette émotion. Et il y a aussi un travail d'équipe qui est extrêmement important. Et on a dû improviser parfois avec notamment certaines séquences où il n'y avait pas de son. Donc il y a eu tout un travail à refaire en post-production. Et à chaque fois, on a essayé de retomber sur nos pieds comme ça. Et justement, vous faites un documentaire sur un sujet, mais votre sujet est pendant 6 mois à peu près inaccessible. Vous pouvez communiquer, vous pouvez lui commander des choses, vous pouvez lui demander de filmer certaines choses en particulier, ou est-ce qu'il était libre de filmer ce qu'il voulait? Fort heureusement, parce que sinon, vraiment, j'aurais eu 6 mois d'angoisse à peu près totale. Non, concrètement, on a pu tisser un lien de confiance avec Thomas pendant l'année et demie d'entraînement durant laquelle on l'a suivi, ce qui a donné objet à plusieurs films. Et puis il a découvert aussi, parce qu'il a un vrai sens de l'observation, comment ça se passait concrètement un tournage avec une équipe. Et donc il a compris aussi les questions de montage, de changement d'axe, etc. Et donc quand il était dans l'espace, ensuite, on avait préparé une liste de plans à tourner, classés par type de caméra, avec des mouvements précisément décrits, classés par ordre de priorité aussi. Et on faisait des points réguliers par email. Je faisais partie de la shortlist des personnes qui avaient le droit d'échanger avec Thomas. Et donc de pouvoir, par un moment, lui mettre une petite pression amicale pour savoir où il en était, des plans, qu'il n'oublie pas que parmi toutes les expériences qu'il avait à faire, il y avait cette demande de notre part qui réalise des séquences pour le film. Et d'où vient ce lien avec Thomas Pesquet? Ce lien, il s'est construit d'une part de façon un peu naturelle, puisqu'on a travaillé donc avec Alexander Gerst, et puis quand on était en post-production du film sur Alexander, on a découvert qu'un Français du nom de Thomas Pesquet a été nommé pour aller dans une... Juste Alexander Gerst étant un astronaute allemand. Ouais, qui était donc commandant de la station spatiale lors de sa... Ouais, voilà, en tant que commandant, et avant, il était, comme Thomas, c'était son premier voyage. Et donc, grâce à ça, on a tissé des liens avec la NASA, l'ESA, le Roscosmos aussi. Et donc, quand on a appris que Thomas partait dans l'espace, on a remis le couvert, si je puis dire, projeté le film à Thomas en lui disant, voilà, ce qu'on a déjà fait, on voudrait aller plus loin, avec plus de formats différents, plus d'ambition, aller sur un format cinématographique et pas simplement télé. Il nous a dit banco, parce qu'ils aiment bien se challenger en plus entre astronautes. Donc, quand il y en a un qui a fait quelque chose, l'autre dit, ok, je vais faire encore mieux. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. D'accord. Et voilà, donc il était ravi, je pense aussi, de garder une trace de cette aventure hors du commun et de pouvoir la partager aussi. Je pense que ça fait partie de sa mission, peut-être plus qu'avant encore, d'avoir des astronautes qui sont en capacité de bien vulgariser leurs travaux et donc de communiquer au plus grand nombre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font pas mal d'échanges avec des scolaires, notamment, pour bien faire comprendre à quoi sert cette mission et comment dépenser notre argent, quoi. Bonjour Lohan, oui merci, ça se passe très bien, ça fait déjà 1 mois qu'on est là, tout se passe très très bien, on s'entend bien, on travaille beaucoup et je pense que 6 mois vont passer très vite. Over.
Bonjour Thomas, ici Mathilde. Qu'allez-vous manger pour Noël au beurre? Bonjour Mathilde, pour Noël, on va manger du poulet au vin jaune et au mori, de la langue de bœuf en entrée et en dessert, du gâteau au poivre au beurre. Bonjour Thomas, je suis Tatiana. Aviez-vous un sapin de Noël dans la station spatiale Over? À mes compagnons, j'aurais préparé comme des boules de Noël pour mettre dans un sapin avec leur nom et des petites décorations. J'aurais aussi amené du chocolat et quelques petites surprises Over. Alors, on va passer aux questions de la salle, s'il y en a. Alors, les doigts se lèvent furieusement. Bonsoir. Merci pour cette générosité. Moi, j'avais une question, simple curiosité. C'est quoi l'avenir? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller vers des navettes spatiales pour faire de la prospection minière? Est-ce qu'on va faire juste du cargo, du transport? Est-ce qu'on va envoyer un jardin de plantation ou des laboratoires? En gros, c'est quoi l'avenir? Et est-ce que ça va être au niveau international de pays? Est-ce que ça va être au niveau privé? Est-ce que ça va être au niveau des pays du tiers-monde? Enfin voilà, c'est quoi l'avenir? Et merci pour la réponse. Et l'avenir, on est en train de le construire un petit peu avec un mix de tout ce que vous évoquez. Première étape, un retour vers la Lune. La Station spatiale internationale que vous avez vue là, elle est en exploitation en accord avec les 5 partenaires de la Station spatiale internationale jusqu'en 2024. Ça c'est signé, c'est acté. Et on envisage peut-être jusqu'à 2028 dans une exploitation du format des accords internationaux de cette station. Vous êtes sans doute au courant que du côté chinois, il y a une progression aussi considérable des moyens. On a tous été admiratifs de la sonde Chang 4 qui vient de se poser sur la face cachée de la Lune. C'est une première. Il n'y avait jamais eu aucune sonde de ce côté-là. Et la préparation d'une station spatiale internationale, une station spatiale chinoise, ouverte à une forme de coopération scientifique. Donc ça, c'est l'avenir très, très proche. Ensuite, on prépare donc effectivement le retour vers la Lune, avec une structure en orbite autour de la Lune et probablement, effectivement, en ce qui concerne l'exploration habitée, une descente à la surface de la Lune avec la mise en place d'habitats qui peuvent permettre des séjours de longue durée. Les missions Apollo, dont on va fêter effectivement les 50 ans, la plus longue, c'est celle de décembre 72, c'est 75 heures. Donc c'est 3 jours. Donc on était à un stade d'exploration-visite. Là, on va vers exploration et vivre et travailler dans des infrastructures permanentes. Avec les agences institutionnelles qui s'occupent de spatial, ceux qu'on connaît tous, NASA, Roscosmos, ESA, JAXA pour le Japon, CSA pour le Canada et CNSA pour la Chine, avec quelques autres agences qui se sont créées en Afrique du Sud, au Nigeria, dans les Émirats arabes unis. Bon, il commence à y avoir des agences spatiales, mais pas partout dans le monde. Les Indiens aussi ont des programmes intéressants. Et puis bien sûr, les privés que vous avez évoqués. On a tous en tête Elon Musk et Jeff Bezos, SpaceX et Amazon, qui ont des programmes lunaires en prévision. À quoi ça va ressembler, cette installation sur la surface de la Lune? Ça va dépendre un peu de ce qu'on va en faire. Ça peut être une base chinoise avec un drapeau chinois, une structure autour de la Lune avec un drapeau américain, une base russe, une base européenne. Les Européens ont promu un concept que je trouve intéressant et pour lequel je suis un peu une ambassadrice du concept aussi au sein de l'Agence spatiale européenne, c'est cette idée de faire village. Alors c'est un concept plutôt philosophique, géopolitique, de se dire, pour une fois qu'on a la possibilité d'avoir vraiment une coopération globale, internationale, en changeant même les règles de gouvernance de notre humanité pour le futur, on a là un lieu absolument extraordinaire pour tester des paradigmes différents. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de drapeau, enfin il y a un drapeau, mais bon, en 69, à l'époque où ça s'est fait, c'était
logique même d'avoir un drapeau américain dans cette guerre de puissance à cette époque-là. Mais voilà, c'est cette idée de faire village, incluant d'ailleurs le privé tout autant que l'institutionnel classique, et avec cet équilibre à avoir d'un corps céleste qui est un patrimoine de l'humanité, donc on n'a pas envie du tout de voir dégrader, mais sur lequel il faudra avoir quand même une réflexion économique pour que ça soit durable, pérenne, et que ce ne soit pas simplement une visite de 2 mois, et puis après on ne sait plus faire parce qu'il n'y a plus de budget pour aller plus loin. Donc il faut intégrer la réflexion d'une économie, du tourisme, l'utilisation des ressources in situ, en dégageant de la poussière lunaire qu'on appelle le régolithe, de l'oxygène ou des glaces d'eau qui sont dans les pôles de la Lune, de l'oxygène, cet oxygène étant un carburant potentiel, carburant qu'on aurait à disposition sur la Lune, donc qui permettrait d'envisager un trafic spatial complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. On est obligé d'utiliser les 4/5 du poids du lanceur simplement en carburant pour s'affranchir de la gravité. Donc voilà, cette économie, elle va jusqu'à effectivement l'exploitation de ressources. Et il y a effectivement aujourd'hui toute une discussion sur se dire quelles sont les ressources non seulement utilisables pour pouvoir assurer la pérennité de la vie dans ces habitats plus permanents, mais aussi de ressources potentiellement utiles à notre Terre. De l'hélium 3, des terres rares, mais avec cet équilibre à trouver dans notre responsabilité d'humain, dans l'expansion de notre humanité, et d'avoir un comportement équilibré, harmonieux. Et c'est pour ça que cette notion de faire village, elle est intellectuellement intéressante. C'est un bel exercice, à la fois pour notre humanité et pour tout ce que cette recherche en extra-planétaire, en sortant de notre berceau, comme disait Tsiolkovsky, va nous permettre aussi à trouver des solutions peut-être plus satisfaisantes pour des enjeux terrestres. Si je vous parle d'habitat sur la Lune, ça veut dire utiliser les ressources in situ, une économie circulaire pour qu'il n'y ait pas de déchets, de l'eau purifiée, une agriculture raisonnée et raisonnable qui permet... Donc tout ça, une gestion de l'énergie, un stockage de l'énergie, tout ça c'est des choses qui peuvent nous être très utiles aussi pour nos enjeux terrestres. Donc ça, c'est l'horizon 2030-2040. Mars est loin. La Lune n'est qu'à 385 000 km, 3 jours de voyage. Mars est entre 40 millions et 140 millions. C'est des missions de 18 mois, c'est des doses de radiation, bien évidemment, très très importantes. C'est une autonomie, je le disais tout à l'heure, avec les délais de communication dont on n'a pas aujourd'hui la capacité. Donc c'est quand même un peu plus loin. Et puis je crois qu'on s'arrêtera là pour le 21e siècle. Hein. Les exoplanètes de trappistes, c'est quand même très loin. On verra plus tard. Bonsoir, j'avais 2 questions concernant le film. Qui a tracé le SOS dans la neige qu'on voit quand ils partent en bus jusqu'à la fusée? Et aussi, que font les hommes qu'on voit tout au début qui sont dans l'herbe? On a l'impression qu'ils aplatissent quelque chose avec le pied ou qu'ils cherchent pas mal de choses. Donc voilà, c'était des questions que je me posais. Merci. Alors le SOS, en fait, à vrai dire, je ne sais pas qui l'a tracé. C'est une image que j'ai filmée au moment de passer en fait, le dernier poste de contrôle avant d'arriver sur le pas de tir. Et c'était vraiment en suivant les pas, si je puis dire, de Thomas. Il venait de passer quelques minutes avant. Et donc c'est peut-être un gardien en fait qui a fait ça. Et puis ça m'a inspiré en fait. Je me suis dit voilà, Thomas il est dans une situation à ce moment-là où émotionnellement c'est extrêmement fort pour lui. Et je sais pas, je pensais aussi à la chanson de Balavoine, SOS d'un terrien en détresse. Voilà, ça m'a inspiré. J'ai eu envie de le mettre parce que c'était la réalité. Il était présent, tracé dans la neige à ce moment-là. J'y ai vu une sorte de signe et puis ça permet de faire passer une émotion. Et puis voilà, vous l'avez vu. Peut-être que d'autres spectateurs sont passés à côté, mais voilà, c'est des petits indices comme ça que je mets, mais c'est pas trafiqué, c'est pas moi qui a été faire le SOS, voilà. Et l'autre question, c'est donc par rapport à la séquence de début, en fait, ce sont
des techniciens du Roscosmos qui sont en train de vérifier s'il n'y a pas des pièces. Enfin, ça, c'est mon hypothèse, hein, j'en suis pas certain, je ne parle pas le russe, donc je n'ai pas pu aller leur poser des questions directement. Mais a priori, donc ces techniciens vérifient s'il y a des pièces qui sont tombées et ils brûlent aussi le reste du carburant de la capsule Soyouz. Pour éviter, j'imagine que pendant le transport, il y a un risque d'inflammation ou si en cas d'accident, qu'il y a un problème. Donc vraiment, ce qui m'intéressait, c'était tout de suite de déconstruire un peu l'image qu'on peut avoir en tête de la conquête spatiale, high-tech, etc. Là, c'était plus des techniciens et des mains un peu cagneuses et pleines de cambouis. Et, voilà, des garagistes, quoi. Et je trouvais ça intéressant de tout de suite partir sur un peu cet angle par rapport au film et montrer que derrière le vernis, on va dire que les télés aussi peuvent essayer de construire. Il y a des êtres humains qui finalement travaillent la matière et ils ne sont pas forcément des héros au sens où on les pense, c'est-à-dire qu'ils sont plein d'émotions aussi, ils ont sans doute des doutes à des moments, ils ont peut-être vécu des moments de solitude dans la station spatiale. Je voulais essayer de mettre un peu de dynamique émotionnelle dans le film et pas d'être simplement hagiographique, quoi. Je profite de mon privilège de tenir le micro pour poser une question supplémentaire. Suite à ce que vous venez de raconter, c'est vrai que ce sont des humains qu'on met dans ces capsules. Ce sont des capsules qui ont l'air hyper high-tech, mais au final, qui restent pilotées par des humains. Et même dans la descente, quasiment non pilotées, en fait. On descend. Et je crois me souvenir, vous avez commenté l'atterrissage de Thomas Pesquet. Je crois me souvenir que vous avez dit que lors d'un de vos atterrissages, vous avez atterri suspendu à la ceinture de sécurité. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce détail ? La phase de descente et d'atterrissage, moi j'ai trouvé que c'était la phase la plus virile, comme disent les astronautes mâles. La mise en orbite, c'est assez progressif et moi j'ai trouvé ça assez fluide, assez doux, même sans doute plus qu'avec la navette spatiale où les astronautes disent qu'il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit. Côté Soyouz, c'est assez progressif. Bon, après, on prend 4 G d'accélération, mais on est sélectionné pour ça et entraîné pour ça. Donc ça se passe bien. Le retour, c'est vrai que l'entrée dans les couches denses de l'atmosphère, bon, les images sont belles, hein, avec le hublot qui passe du rose clair au brûlé. Et puis après, il y a une petite pyrotechnie qui fait que il y a un bouclier thermique. Hein, vous inquiétez pas, on ne le sent pas à l'intérieur, mais vu par le hublot, c'est quand même impressionnant. Après des mouvements très intenses de justement pilotage automatique, enfin, c'est simplement le pilotage comme ça pour entrer après ce passage des couches denses. Et puis l'atterrissage lui-même, vous avez vu la grande coupole 1000 m² qui se déploie après avoir plein de petites parachutes de freinage qui font que cette sortie du parachute, elle est pas simple non plus. Et puis à 80 cm du sol, des rétrofusées censées amortir l'impact. Et puis le siège, vous avez vu dans son siège avec le moulage, puisqu'on a des sièges adaptés, des coquilles à l'intérieur du siège, et puis un petit système d'amortisseur aussi au niveau du siège. Il y a 3 éléments qui permettent d'amortir l'impact à l'atterrissage. Mais il y a un impact important. Et puis, soit ça se pose sur le cul de la capsule, et c'est bien, il n'y a pas de vent, le parachute n'entraîne pas la capsule. Soit il y a un peu de vent sous le parachute, donc les rétrofusées ne marchent pas très bien. Ça tombe sur le côté, ça commence à basculer. Et là, manifestement, ils ont basculé un petit peu. Hein. On voit les images à l'intérieur après l'impact, où on les voit tourner. Et puis voilà, vous pouvez vous retrouver pendu dans les sangles du harnais. Et effectivement, c'est ce qui m'était arrivé. Bon, il y a des choses qui peuvent être un peu cocasses et délicates à l'atterrissage. Il peut y avoir les rétrofusées qui mettent le feu à la steppe dans laquelle vous vous posez. Et comme bien évidemment, il y a un équilibre des pressions, vous avez ouvert les bouches de ventilation. Et là, d'un seul coup, il y a la fumée qui s'ajoute à tout ce que vous avez comme fatigue et impression forte pendant ce retour. Donc c'est pour ça que le retour est quand même un moment assez intéressant. Vous avez vu, ils ont même tourné encore la capsule pour ouvrir les coutilles dans le bon sens. Les manutentionnaires du sol. Comme voilà. Donc voilà, c'est un moment à vivre. Et pareil, la caméra dans le Soyouz, ça c'est un petit peu inédit comme image. C'est spécial pour le film, c'est fait comment ? Non, c'était pas
spécial pour le film au sens où c'est pas nous qui avons été initiateurs de l'installation de la caméra. C'est une caméra qui sert pour le centre de contrôle au sol, pour les Russes. Et concrètement, on a réussi par contre à faire sortir ces images qui normalement ne sont pas délivrées. On est passé par le Roscosmos d'abord, on n'avait pas trop de retours. Et à un moment donné, j'ai demandé à Thomas, qui lui-même a demandé à Oleg, qui lui-même s'est débrouillé pour faire sortir ça. On n'a pas eu besoin de bouteilles de cognac, mais pas cette fois-ci en tout cas. Ça peut arriver avec les Russes. Ça arrive encore, ouais. D'autres questions? Alors, je vais aller au fond, puis je reviendrai devant après. Moi, j'avais une question pour Monsieur Le Goff, c'était de savoir quelles avaient été vos sources d'inspiration dans la filmographie sur l'espace qui existe, ou d'autres films qui vous avaient inspiré. Et pour Claudie Aigneret, j'aurais aimé savoir pourquoi l'Europe n'essaie pas de se doter d'une capacité de lancement d'êtres humains qui soit autonome par rapport aux États-Unis et aux autres puissances. Alors oui, c'est compliqué de ne pas faire, de pas s'inscrire un peu dans ce qui a déjà été fait au niveau des films spatiaux. Donc forcément, il y avait 2001, il y a Solaris, Interstellar. Voilà, en gros, mais en même temps, j'ai essayé d'aller puiser dans autre chose et puis surtout d'essayer de faire différent. Donc d'essayer d'être dans quelque chose de très personnel et puis de pas me donner de pas mettre trop de barrières ou d'autocensure. Voilà, c'était un luxe que je pouvais me permettre puisque j'étais aussi producteur. Et voilà, alors ça, après, ça peut peut-être, ne pas séduire certains types de publics. Mais voilà, j'ai essayé de faire le film que j'avais envie de réaliser. Et voilà, donc des fois, ça, voilà, il y a des variations dans les formats, etc. J'ai eu envie de les assumer. Voilà. Alors, Pierre-Emmanuel n'a pas cité Gravity dans les films. Non, mais le scénario est quand même très hollywoodien. On ne connaît pas ça. Bon, Thomas a évoqué, en répondant à une question des petits-enfants, qu'on pouvait éventuellement modifier la trajectoire de la station. Ça arrive de temps en temps, parce qu'il y a des systèmes au sol qui permettent de pister tous ces débris spatiaux dont on parle beaucoup aujourd'hui sur des orbites encombrées, et il peut y avoir effectivement des vigilances à avoir, et pas le scénario de Gravity. Pourquoi l'Europe n'a pas d'accès autonome pour le vol habité? Après, on a des lanceurs qui permettent d'avoir autonome pour la mise en orbite de tout type de satellites. C'est Ariane 5 et bientôt Ariane 6, plus Vega et Soyuz, puisqu'on a une gamme de lanceurs aujourd'hui. Moi, j'ai été sélectionnée par le CNES, l'Agence française de l'espace, en 85, à la grande belle époque où l'ambition européenne était d'avoir une navette habité qui s'appelait Hermès. Donc on avait été sélectionné à l'époque d'Hermès. Et puis c'était complexe techniquement, c'était budgétairement très très lourd. Donc à un moment donné, voilà, le budget ne correspondait pas à l'ambition portée. Donc le programme a été arrêté au début des années 90. Aujourd'hui, on mise sur la coopération, le partenariat, l'apport d'éléments essentiels, et c'est pas mal ce qu'on obtient. On a quand même un vol d'astronautes européens chaque année pour une contribution financière juste à l'exploitation, la maintenance de la Station spatiale internationale. Bon, moi je suis un petit peu comme vous, j'aimerais qu'on puisse se doter d'une ambition qui aille jusqu'au bout. L'idée du village lunaire dont je parlais tout à l'heure, moi j'aime aussi en parler parce que je trouve que c'est une ambition européenne, non pas de prendre un leadership, il n'y a pas d'arrogance dans tout ça, n'ayons pas de moyens d'accès, comme vous le disiez, autonome, on ne peut pas se déclarer leader d'un village à construire sur la Lune, mais je trouve que l'Europe, par sa culture, sa possibilité de réunir dans une diversité, d'être à l'écoute peut-être plus du multilatéralisme. Je n'ai pas répondu sur les pays non-space power. Et bien évidemment, l'idée de faire village, c'est aussi d'élever tout le monde, d'inspirer tout le monde et d'entraîner aussi dans un capacity building des États qui ne sont pas aujourd'hui en capacité d'avoir eux-mêmes leurs moyens d'accès ou de contribuer.
Et puis on en revient à votre question, Quentin. Comment on répartit les budgets, comment on les distribue dans des objectifs qui sont aussi des objectifs politiques où le contribuable et le politique ont besoin d'éléments tangibles. Et quand moi je vous parle inspiration, poursuite de l'exploration, même recherche très fondamentale sur des mécanismes de l'effet de la gravité sur la structuration de tel ou tel, ça ne parle pas tangiblement à tout le monde au niveau de politique ou de choix d'orientation. Alors, le spatial, ce n'est pas le propos d'en parler ce soir, mais je pense que vous êtes tous sensibilisés au fait que la vie aujourd'hui est une vie qui passe par le spatial, que ce soit les satellites d'observation de la Terre qui nous donnent des éléments très précis pour l'agriculture, la surveillance maritime, le contrôle des frontières, enfin tous les éléments d'information sur l'état de notre planète, qui arrivent à quantifier la moitié des variables climatiques essentielles qui sont nos moyens d'évaluer le changement climatique. 25 des 50 variables climatiques dépendent d'instruments spatiaux. Les satellites de météo, les satellites de navigation, le système Galileo en particulier en Europe, ben, voilà, naviguer, se positionner, tout ça c'est l'espace qui nous le donne. Et puis toutes les télécommunications, les diffusions des satellites de télécommunications. Donc cet espace utile, ça on arrive à en donner quelque chose de tangible, compréhensible. Et donc il y a effectivement l'Agence spatiale européenne, la Commission européenne, les grandes agences nationales françaises, le CNES, allemande, italienne, qui sont les 3 grandes agences européennes. Il y a d'autres plus petites agences, mais des contributions importantes avec des programmes importants. Tout ça, ça parle et ça s'évalue quantitativement. Et je n'évoque pas le spatial de défense et de sécurité, qui est bien évidemment dans ce qui est la souveraineté européenne, quelque chose d'essentiel à posséder si l'Europe veut avoir une voix et une capacité de prendre ses décisions de façon autonome. Ces aspects-là sont plus facilement explicables dans des choix politiques et des contributions à court terme. Et donc l'Europe a fait le choix de la coopération et du partenariat pour ce qui concernait le volet PIT. On en est là pour l'instant, ça peut changer. Il y avait une question, monsieur ? Pour les 557, c'est ce que je crois, Dieu avant et surtout après l'espace. Est-ce qu'il y a un changement d'approche? Est-ce que les gens ont été impactés dans leur conception du côté Dieu, disons? Personne n'a rencontré Dieu, hein, ça c'est Gagarine qui avait répondu, donc je reprends sa réponse. Non, ce que les astronautes décrivent et ce qui a été formulé dans un espèce de concept, c'est le overview effect. C'est-à-dire cette capacité à voir à distance, avec un regard décalé, un ensemble de phénomènes, de les voir et de les ressentir et de pouvoir en parler, qui est large spectre, transcendant un petit peu au type de perception qu'on peut avoir sur Terre. Et ça, je crois qu'on le partage tous, effectivement. Que ce soit la vision de 2500 km par le hublot, hein, on ne peut pas les voir ailleurs, hein, comme ça. Que ce soit la perception, effectivement, les lumières de la nuit, de la vie, c'est le seul endroit où on voit la vie sur cette planète. Et ce sont des choses qu'on voit, des choses qu'on sent dans un ensemble de facettes qu'on n'est pas capable d'avoir au sol. Et donc, dans cet aspect-là, effectivement, on a une perception, une vision, une transmission, un partage que je pense on ne peut avoir que quand on fait partie de ces 557, d'avoir cette globalité, cette approche globale. Et ensuite, on le transmet au sol, chacun à sa façon. Thomas le fait beaucoup sur l'approche environnementale, préservation de la planète. Et moi, je fais plus sur cet aspect de
une humanité pour demain qui se pense de façon... Voilà. Parce que tout autant que préserver la planète, je crois qu'il faut qu'on préserve et qu'on éduque l'humanité qui est sur la planète, parce que la planète survivra à l'humanité. Donc on a chacun sa façon de transmettre ces aspects du overview effect, qui nous fait peut-être réfléchir, penser, mais chacun a sa façon de se plonger dans la philosophie, les grands textes, dans l'histoire, pour redonner du sens à sa vie. Bon, c'est vrai qu'on est interpellé par cette chance d'avoir vu la planète de loin, de l'avoir vécu dans cette atmosphère de coopération internationale, comme je le disais, de diversité culturelle, de success-oriented. Bon, c'est aussi aller vers le succès. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et simplement pour conclure sur les 557 privilégiés, il n'y a que 60 privilégiés EES. 10% de femmes. Et il n'y en a pas eu sur la Lune. Il nous reste temps pour une dernière question. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour l'inspiration, on est servi, vous en parliez, donc merci beaucoup. Et vis-à-vis de ma question, on n'a pas quitté l'orbite basse terrestre depuis du coup la fin du programme Apollo. Et vous parlez de points qui sont en ligne de mire dans les 10 ans ou 15 ans prochains, en sachant que pour l'instant, on n'a pas de plan en Europe sur des lanceurs qui pourraient apporter des hommes sur la Lune. Je voulais savoir en fait si vous avez vent de projets communs entre l'Europe, les États-Unis, sans parler d'Elon Musk, étant donné qu'il est un peu ambitieux sur ses projets. Merci. Oui, alors NASA est en train de développer un lanceur lourd pour rejoindre l'orbite lunaire qui s'appelle SLS, qui a une capsule en capacité d'emmener des équipages. Cette capsule s'appelle Orion. Et le module de service d'Orion a été réalisé par les industries européennes sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence spatiale européenne. C'est-à-dire tout le pilotage, toute la gestion de l'énergie, tous les computers de ce vaisseau sont européens. Donc ça, c'est le système institutionnel, SLS plus Orion, qui va aller rejoindre une plateforme en orbite autour de la Lune, le fameux Gateway, portail de l'espace lointain, à partir de cette infrastructure qui est pas encore complètement décidée, mais enfin qui est déjà quand même plus que simplement des plans papier. Hein. À partir de cette infrastructure autour de la Lune, la capacité à descendre sur la surface lunaire. Et l'Agence spatiale européenne a des programmes aujourd'hui de lander, justement, donc d'atterrisseurs qui partiraient de cette infrastructure pour descendre sur la Lune et pour revenir, rapporter les équipages ou rapporter les échantillons à l'infrastructure en orbite. On a des programmes d'utilisation des ressources in situ, notre acronyme ISRU, In Situ Resource Utilization, pour apprendre à utiliser ces ressources, que ce soit pour fournir de l'oxygène, pour fournir de l'eau, pour fournir tout ce qui va être nécessaire à la vie, à collecter de l'énergie. Donc on a des briques technologiques tout à fait essentielles, effectivement, au développement, qui feront l'objet de ces coopérations, de ces barters, de ces échanges, comme dans tout système de coopération. Mais l'emport d'équipage, on peut dire que quelque part, il y a une composante européenne, puisque sans le module de service de Orion, voilà, Orion ne pourrait pas aller jusqu'à cette infrastructure en orbite. Donc tout ça se prépare. Le module Orion, le module de service, il a été livré aux États-Unis, il est en train d'être intégré sur le système. Et je ne sais plus les dates exactes des vols, mais enfin dans 2028-2030, c'est des dates tout à fait envisageables. Avec en plus tous les entreprises privées que vous avez citées, hein, et Elon Musk et Jeff Bezos. Jeff Bezos, pas trop pour le vol habité, mais Elon Musk, oui. Et puis le programme chinois, qui avance beaucoup, qui a fait la démonstration de ces sondes automatiques, de l'accès automatique, et qui peut tout à fait être en capacité, là aussi, dans les 10 années qui viennent,
d'avoir un premier équipage. Donc c'est pas du long terme, hein, la Lune. C'est pour nos jeunes adolescents et nos enfants, qui seront les ingénieurs, les architectes, les juristes, les astronautes de l'épopée lunaire. Faites de la science pour aller sur la Lune. Écoutez, on vous remercie. Pour le mot de la fin, Pierre-Emmanuel, en plus d'avoir réalisé, produit, je crois même distribué, je crois, ce magnifique film, en fait, il y a toute une constellation de films autour du film, des versions télévision, des versions pour des lieux un peu incroyables, on peut le voir sur grand écran, mais je crois aussi qu'il y a un petit dernier qui arrive. Peut-être tu peux en dire un mot? Oui, il y a aussi 2 films en réalité virtuelle, donc, qui sont un film de 15 minutes sur l'entraînement de Thomas, où on se glisse littéralement dans sa peau. D'ailleurs, c'est le titre de ce film, c'est Dans la peau de Thomas Pesquet. Et la deuxième partie, c'est un film en réalité virtuelle dans l'espace, avec une sortie extravéhiculaire notamment. Donc c'est un gros défi qu'on a pu faire avec France Télévisions, et ça donne l'objet à une application que vous pouvez télécharger sur smartphone notamment. Bon, là, c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le mieux, c'est de le faire avec un casque de réalité virtuelle. Donc à différents endroits, on le diffuse comme ça. Et puis le prochain étage de la fusée, en fait, c'était un film qu'on a fait pour la télé à l'origine, mais qui est un film cinéma finalement, qui est sur l'entraînement de Thomas. Et étant donné qu'il vient d'être un peu officiellement annoncé comme repartant d'ici fin 2020, début 2021 dans l'espace, on trouve que c'est d'actualité de parler de cet entraînement et de le faire voir au cinéma. Donc on va le sortir dans les mois qui viennent. Et il y a aussi un film planétarium qu'on va faire sur la partie spatiale. On avait fait aussi une partie entraînement. Et ça, ce sera pour cet été, normalement, avec le planétarium de la Cité des Sciences, notamment, qui nous accompagne sur le projet. Donc, c'est plus axé sur la découverte d'autres planètes, la mise en perspective avec les futurs voyages spatiaux. C'est un autre angle encore qu'on va donner. Merci Pierre-Emmanuel.